Alors Zero Waste France, c'est donc une association qui existe depuis 1997, depuis 20 ans, qui milite pour des démarches zéro déchet, zéro gaspillage, parce que le mot waste en anglais, ça veut dire les deux. C'est une petite subtilité qui est importante à souligner, parce que ce qui nous intéresse, c'est pas seulement la poubelle et réduire son contenu, mais c'est aussi et surtout réduire tous les gaspillages qui se situent en amont de notre poubelle. Nous, on cherche à s'attaquer non pas seulement aux déchets, mais aussi à l'ensemble des gaspillages. Et on fait cela à travers 3 types d'actions. Le premier, c'est du lobbying, du plaidoyer en faveur d'une réglementation plus ambitieuse en matière de réduction des déchets, notamment. Notre deuxième grand pan d'activité, c'est la sensibilisation, l'information du public, de tous les acteurs en fait, citoyens, entrepreneurs, collectivités, tous ceux qui peuvent être concernés par cette problématique des déchets. Et puis le troisième pan de notre activité, c'est d'accompagner ces mêmes acteurs, citoyens, entrepreneurs, collectivités, dans leur démarche, donc sur le terrain. Donc de développer des outils pour leur faciliter la vie, de faire connaître les expériences, les meilleurs exemples. Donc parfois on emmène des élus en voyage d'études par exemple pour leur faire rencontrer d'autres élus qui ont mis en œuvre des démarches zéro waste avec succès, parce qu'on sait que c'est ça le plus efficace en fait en termes de sensibilisation, c'est de faire partager les pratiques directement par les acteurs eux-mêmes. Voilà. Et dans l'accompagnement, on est aussi auprès des entrepreneurs, des porteurs de projets zéro déchet, zéro gaspillage, c'est-à-dire ceux qui inventent ou réinventent les solutions qui nous permettent ensuite, nous, en tant que citoyens, qu'individus ou en tant que collectivité, de pouvoir passer au zéro déchet. L'économie collaborative, c'est déjà beaucoup de choses différentes. Et notamment, il y a des aspects de consommation et puis des aspects de production. Au niveau de la consommation, ce que permet la consommation collaborative, c'est-à-dire l'ensemble des plateformes notamment, des plateformes numériques, digitales, mais aussi des choses qui se passent dans la vie réelle. Ces plateformes, elles peuvent permettre de mutualiser certaines ressources, de mieux organiser les échanges et donc d'être dans une efficience plus grande dans l'utilisation de nos ressources. Donc ça, c'est un premier avantage, c'est un premier élément que peut apporter l'économie collaborative dans les aspects de consommation. Et puis dans les aspects de production, parce que l'économie collaborative, c'est aussi les pratiques de production collaborative partagée, où on va partager des savoirs. Il y a une notion de réappropriation très forte aussi. Ça aussi, ça peut amener des solutions pour l'économie circulaire. Parce que, en fait, dans la démarche d'économie circulaire, il faut évidemment inclure pas seulement le recyclage, qui est la plus large des boucles de l'économie circulaire, mais aussi toutes les boucles qui sont en amont du recyclage, les boucles de réutilisation, de réparation, de réemploi. Et dans toutes ces boucles-là, notamment si on les prend à l'échelle individuelle, eh bien, il y a des besoins de techniques que parfois on a oubliées. Donc des besoins de réappropriation de certaines compétences, certains outils, notamment concernant la réparation, qui du coup peuvent nous être apportés par cette dynamique de production collaborative, le mouvement des makers notamment. Le fait d'avoir des espaces, des ateliers partagés, des Fab Labs, où l'on peut avoir accès à des outils mutualisés et surtout à des communautés de personnes qui sont prêtes à partager leurs connaissances sur la production et la réparation, et bien c'est évidemment un atout pour basculer dans un modèle d'économie circulaire. Les acteurs publics ne peuvent pas non plus faire la transition tout seuls. En fait, pour moi, il y a 3 maillons, 3 acteurs essentiels qui doivent bouger en même temps. Les pouvoirs publics, les citoyens et les entreprises et les porteurs de projets. Donc en fait, les pouvoirs publics vont pouvoir mettre à disposition un certain nombre de solutions auprès des citoyens, parce que les citoyens, même s'ils sont très motivés à s'engager dans l'économie circulaire ou dans la réduction des déchets, il y a un moment où ils sont limités si on ne leur offre pas la possibilité, par exemple, de trier leurs biodéchets pour en faire du compost, etc. Donc les pouvoirs publics ont cette responsabilité-là de mettre à disposition les solutions. Ils peuvent aussi être des territoires, quand on parle des collectivités, des territoires d'accueil pour les nouvelles solutions inventées ou déployées par les entrepreneurs. Mais il faut quand même bien garder à l'esprit que les pouvoirs publics ne peuvent pas une baguette magique qui permet de tout changer, et que si les citoyens ne bougent pas par ailleurs et si les projets, les entrepreneurs ne s'investissent pas aussi dans ces secteurs-là, ils ne pourront pas changer les choses tout seuls. Donc, c'est aussi une manière de dire, de notre point de vue d'ONG, qu'il faut arrêter de se renvoyer la balle sans arrêt. C'est-à-dire qu'on entend souvent ce discours, tant du côté des citoyens que des autres acteurs. Ah bah oui, mais il faudrait que
les élus bougent, il faudrait que les entreprises changent, il faudrait que les citoyens passent enfin à l'action. Si on continue à se renvoyer la balle comme ça sans arrêt, c'est clair qu'on ne peut pas envisager réellement cette transition. Donc notre mot d'ordre chez Zero Waste France, c'est de faire se rencontrer ces trois acteurs indispensables de la transition vers l'économie circulaire et de faciliter les liens et le fait que tout le monde se mette en mouvement en même temps.